Voilà, donc à l'Origo RG, Antoine Defort, qui représente l'Amicale de production, sont artistes associés aussi au Phénix National, dont vous pourrez voir le spectacle Germinal ce soir. Je voulais commencer par une question assez simple. Vous avez un parcours plutôt lié aux arts visuels. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire des spectacles? Bon, je commence. Bonsoir, non, bonjour. Je suis à l'Origo RG. Moi, j'ai un passé de chercheur, en fait. J'ai été universitaire. Et en DEA, à partir du moment où j'ai commencé à présenter des travaux devant l'école doctorale, et mon travail universitaire ressemblait de plus en plus à une performance. Et on m'a gentiment orienté vers la sortie, à raison, parce que ça aurait été dommage. J'ai tenté l'enseignement et mes cours ressemblaient énormément à des performances, et donc je transmettais quelque chose, mais qui n'était pas de l'ordre du contenu de mon enseignement. Et par ailleurs, depuis je sais pas, très très jeune, j'ai commencé à écrire. Et en parallèle de mes études, j'avais une pratique de la performance qui était complètement underground, amateur, qui avait lieu à domicile, puisque par moment on a vécu sous le même toit et on a commencé à faire des choses à la maison, en ouvrant les portes et en montrant notre travail, puis aussi dans des réseaux complètement underground, dans les squats, dans des choses comme ça. Donc mon parcours d'universitaire, c'est sciences de l'information, linguistique, etc., lettres modernes. Enfin, j'ai fait plein de choses, mais qui ont nourri mon travail. Peut-être que la seule chose, enfin, ça m'a mis en contact avec ces technologies, en tout cas. Ça, c'est peut-être ça qu'on peut dire. Et Antoine, c'est un parcours complètement différent. Euh, Bonjour. Oui, eh bien moi j'ai une formation standard d'art plastique puisque j'ai fait les beaux-arts que j'ai fini à Tourcoing. J'ai donc mon DNSEP. Et au cours de ces études d'art plastique que j'ai, d'ailleurs c'est amusant, commencé en fait par le biais du spectacle en l'occurrence, puisque j'ai commencé ici à la fac de Valenciennes par faire un DUG art du spectacle. Et dans cette première année de DUG art du spectacle, on avait un tronc commun c'est-à-dire une journée d'art plastique. À cette époque-là, je connaissais un peu le spectacle. Je venais au Phénix voir des spectacles, puisque je suis valenciennois d'origine. Mais je ne connaissais absolument pas la sphère art visuel, art plastique, etc. Et donc j'ai découvert avec fébrilité comme ça l'art plastique à ce moment-là. Et c'est, enfin, je veux dire, en découvrant l'art plastique, je me suis dit, mais en fait, c'est mieux l'art plastique parce que, grosso modo, on peut tout faire, alors que dans le spectacle, bon, ben, c'est plus limité, quoi. En tout cas, les matériaux sont un peu plus restreints. Et donc, je me suis réorienté en art plastique et puis j'ai fait les beaux-arts. Mais avec toujours cette sensibilité un petit peu par rapport à la scène, en tout cas au rapport spectaculaire. Et puis, j'ai constaté au gré de mes études que le dispositif spectaculaire ou performatif constituait une boîte idéale en fait pour le réceptacle de différents matériaux. Et comme je suis un peu intéressé par tout, enfin en tout cas virtuellement tout, oui. Du coup, tout peut prendre place dans le cadre performatif. Donc voilà, voilà. Est-ce que tu peux juste préciser ce qu'il y avait de plus limité au théâtre par rapport aux arts plastiques et plus de possibilités pour toi en tout cas? Ouais, alors bon, enfin, ouais, c'est peut-être un peu abusif comme formulation, mais toujours est-il que quand j'ai découvert l'art plastique, ça a vraiment ouvert des portes. C'est-à-dire que je me dis ah oui, mais en fait, on fait ce qu'on veut finalement. Et c'était une prise de conscience que j'avais pas eue avec mon contact avec le théâtre ou ce genre de choses qui sont quand même qui nous présentent des matériaux qui sont assez dans un cadre assez restreint, le texte, le corps, l'espace, etc. Alors que bon, depuis Marcel Duchamp, l'art plastique s'est un petit peu affranchi de ces matériaux-là, quoi. Bon. Par ailleurs, paradoxalement, je pense que le premier moment je pense ma première réaction quand on m'a confié les clés d'une salle de spectacle, ça a été putain, ils ont plein de matos. On peut tout prendre, on peut tout jouer. Contrairement à ce à quoi on avait accès auparavant, c'est-à-dire rien.
Et ça, c'est peut-être aussi, enfin là, je problématise peut-être pas comme vous l'entendriez, mais concrètement, ce qui se passe quand on confie les clés d'une salle de spectacle à une bande de plasticiens, c'est qu'ils font n'importe quoi et que ça se passe mal. Et qu'il y a un apprentissage. Alors c'est un peu je pense que c'est un apprentissage qui doit être fait dans les trois parties en présence, c'est-à-dire les gens qui nous invitent, les programmateurs, les structures, quoi, auprès des publics, c'est-à-dire vous, parce qu'on ne regarde pas les choses de la même façon selon qu'on y a été acclimaté ou pas. Et du côté des artistes, qui peuvent éventuellement avoir une approche du plateau qui n'est pas informée par un savoir et par des pratiques. Et je pense que dans notre cas, on a beaucoup de chance parce qu'on a commencé à zéro. Ce qui était un peu fastidieux, mais on a vraiment commencé avec des matériaux qui étaient impars et un outil de régie lumière construit par ton papa, si je dis pas de conneries. Ah, c'est toi? Putain, j'ai toujours cru que c'était ton père. Qui ressemble vraiment aux outils de Clover, c'est-à-dire une console lumière en bois avec des interrupteurs pourraves. Non, c'était vraiment pourrave. Mais c'est beau, je pense qu'on aurait pu le glisser en douce dans les diapos de Clarisse, que personne s'en serait rendu compte, même pas Clarisse. Donc on est vraiment parti du super low-tech et là je m'inscris en faux contre ce qui a été dit, c'est-à-dire ça n'a pas changé, tu disais Clarisse. Et en fait, dans notre cas, par exemple, ce qui a changé, c'est qu'on a mis les mains dans le cambouis très tôt, et c'est peut-être ce qui détermine, voire surdétermine notre rapport à la technologie, c'est parce qu'on est tous les deux têtus comme des mules et qu'on a voulu comprendre, voulu le faire à la place et qu'on a passé notre temps à être confronté à des interlocuteurs qui étaient souvent charmants, comme tout ingénieur ou tout technicien, envers lesquels on a toujours eu du respect parce qu'ils étaient détenteurs d'un savoir, et que je pense qu'on a une approche du métier, entre guillemets, qui est « bonjour, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais? Ah d'accord, c'est comme ça que ça marche », mais qui amène aussi une attitude qui est vouloir comprendre comment ça marche et « pousse-toi, je vais le faire ». Donc on s'est réapproprié les outils, on a réappris avec des outils qui étaient à notre portée, donc on n'est pas passé par la phase diagramme, c'est-à-dire en passant par une médiation qui se fait avec des outils qui concrètement, généralement, donnent lieu à des schémas aussi imbitables que celui que tu nous as montré. Mais on a construit des outils qui étaient adaptés à nos capacités, qui étaient faibles au départ, puis qui ont progressé. Peut-être tu veux compléter, t'inscrire en faux, passer à autre chose? Joker. Alors, Joker, je prends. Indépendamment des outils, tu as évoqué là très rapidement le rapport au texte. J'aimerais bien avoir 2-3 petites précisions sur vos processus de travail, en fait. Je pense que ce que tu évoquais, peut-être pour le repréciser dans le théâtre, c'est que le rapport au texte est primordial. On part plutôt d'un texte et puis ensuite il y a une mise en scène, etc. C'est ce qui se fait quand même encore dans un nombre très important de pièces, tout à fait légitime. Comment vous travaillez ? Est-ce que vous avez un texte de départ ou pas du tout? Est-ce que vous arrivez sur le plateau, vous faites plein d'impro, version plutôt danse contemporaine? Et ce sera peut-être la deuxième question que je pose tout de suite. Comment se fait-il que vous êtes beaucoup diffusé dans une grille danse contemporaine? Or, vous parlez beaucoup plus que vous ne dansez, si on peut avoir des étiquettes. Oui, alors comment on travaille? Eh bien, en vertu de ce background, en tout cas pour ma part un petit peu plasticien, effectivement le texte est un matériau qui est au niveau hiérarchique au même niveau que tous les autres. Et donc il n'y a pas préexistence ou prééminence, ça se dit ça? Bref, oui. Il n'y a pas la valeur fondamentale du texte. Si on en a besoin, on le convoque. Si on en a envie, mais au même titre que tout le reste, que le travail de l'image, de la lumière, éventuellement de la musique, enfin ce dont on a besoin. Et alors, au niveau de la méthode de travail, on réinvente les méthodes à chaque moment de travail et selon les projets. Et puis, on convoque les matériaux, on échafaude des structures de tests, et puis on les valide ou non, et puis on les modifie, etc. On fait ce qu'on appelle un petit peu l'écriture de plateau. Voilà, je vais laisser Laurie parler de la danse contemporaine. J'ai complété ce que tu disais et répondre à la question sur la danse. Concrètement, on fait pas de grosses impros où on dit allez, c'est free, vas-y, exprime-toi. On fait pas ça. On l'a fait de temps en temps, ça donne des résultats pas forcément intéressants. Je pense qu'on est très lent, on négocie énormément et on travaille sur le travail.
Et c'est-à-dire, on travaille sur nos méthodes et nos méthodes deviennent partie intégrante du travail et se retrouvent au plateau, évidemment. Et là, dans le cas du spectacle qu'on présentait hier et qu'on présente ce soir, je pense que ce qui est en jeu dramaturgiquement, c'est la communauté, le groupe, la constitution, etc. Et puis, par ailleurs, le rapport à la théâtralité et à la centralité du texte. On peut dire que Germinal, c'est la première fois où on a un texte qui est établi et qu'on pourrait transmettre sous forme de document. Si je vous donnais le point doc de Germinal, vous pourriez remonter Germinal avec 4 acteurs, actrices, ça marcherait. Et c'est la première fois, oui, c'est la première fois. Je pense que c'est pas dû à notre vieillissement, à notre embourgeoisement progressif, mais uniquement à un désir d'autre chose. C'est-à-dire, on avait envie de se confronter à ça. On se disait, tiens, le théâtre, c'est intéressant. On s'y est pas intéressé pendant des années parce que faut bien dire ce qui est, et ça va répondre partiellement à la question que tu posais. Le climat était plutôt pas terrible. En ce qui me concerne en tant que spectateur, je me retrouvais peu dans les propositions autour de moi. Quant à la danse, donc, ceci expliquant cela, depuis 15 ans, 20 ans en France, c'est la danse contemporaine qui programme le plus l'émergence et qui programme le plus des formes qui questionnent la centralité du texte. Et des formes qui impliquent un rapport plastique à l'espace théâtral. Je le dis moins bien que d'autres, mais de toute façon, pour résumer notre position, je pense à tous les deux sur la question des cases de programmation. À titre personnel, même si la danse contemporaine a besoin d'une politique de programmation forte, parce qu'elle a plus de mal à exister, donc il est nécessaire qu'il existe des festivals de danse qui disent haut et fort et qui claironnent festival de danse, je pense que c'est important. Néanmoins, je pense qu'on devrait établir une bonne fois pour toutes que les événements sont des festivals de choses vues, et je pense que la plaquette des 9 Evenings, à cet égard, est une bonne proposition. Votre présence est requise. Je crois me souvenir qu'on avait fait un flyer pour un événement il y a longtemps qui comportait une inscription similaire, ça te revient pas, qui devait être « ce serait bien que tu sois là ». Ou quelque chose dans ce goût-là, dont on voit que ces proto-propositions d'il y a 50 ans se retrouvent chez des analphabètes du spectacle comme nous. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'expérience de France Distraction, qui est un autre pendant du travail par rapport au spectacle Germinal qui est présenté ce soir? Alors France Distraction, donc c'est un projet qui là est collectif. Comme on disait, on a un travail par projet. Donc Germinal est signé par Antoine et moi. France Distraction est un projet qui regroupe 5 personnes. Antoine, moi, Julien Fournet qui assurait la production de Germinal, et Sébastien Vial et Belinda Nalro qui sont plasticiens. France Distraction, c'est un projet d'installation vivante, au sens où on convoque les spectateurs dans un créneau de 4 heures, par exemple, ça pourrait être une durée plus longue. Donc ils sont conviés dans un dispositif de démonstration, dans un système de démonstration qui est celui de l'exposition. 1 heure d'ouverture, 1 heure de fermeture, on vient quand on veut, on sort quand on veut. L'entrée est libre et le flux est continu. Et France Distraction est un regroupement d'installations qui sont donc des installations conjointes dans des espaces. Alors là, ça pose des questions d'accueil, quoi. C'est-à-dire en fonction des espaces qu'on nous donne pour montrer ce travail, on adapte la proposition scénographiquement parlant. Si on nous donnait ce plateau, est-ce qu'on réussirait à faire tenir tout France Distraction sur ce plateau? No way, on n'y arriverait pas. Et donc on prendrait aussi le studio derrière, on ouvrirait. Donc je peux vous décrire, en live, tiens, si on devait inscrire France Distraction dans cet espace, ça ressemblerait à ceci. On n'a pas prévu d'image et c'est tant mieux, on va le faire oralement. On enlève tout ce qu'il y a derrière. On soulève la séparation, la guillotine qui sépare cet espace-ci et l'espace de derrière, parce que le studio est de l'autre côté, donc on obtient un espace très très grand, et on installerait toutes les installations. Là où vous vous trouvez actuellement, il y aurait une pyramide de châteaux gonflables, qui sont des châteaux gonflables tels qu'on les trouve dans les anniversaires d'enfants, donc 5 à 6 mètres d'envergure, de hauteur, cousus, thermocollés les uns aux autres, agencés par 3, ils arriveraient à quelque chose comme 8-9 mètres de haut, branchés sur des moteurs séparés. Donc là, parlons de technologie. Tiens, on s'est posé la question donc ces moteurs sont reliés à des ventilateurs, des souffleries, qui font se gonfler et se dégonfler indépendamment les 3 structures, qui forment donc une structure d'assise gonflable sur laquelle vous seriez assis. Mal, mais assis. Et en danger. On a déjà eu un accident, par exemple.
Mais venez nombreux, ça va être super. On s'est posé la question de la technologie pour contrôler ça. On pourrait le faire avec MaxMSP et ça fonctionnerait. On peut aussi le faire avec 3 triplets et quelqu'un qui manipule. Ça peut coûter moins cher de payer quelqu'un à rester devant les triplets pendant 4 heures que de payer un développeur à faire fonctionner un patch sur lequel il travaillera pendant 20 heures. Voilà, et ça c'est un dispositif d'assise qui permet d'assister à une performance. Après, je ne vais pas vous décrire par le menu l'ensemble de France Distraction parce que ce serait fastidieux et long, mais on peut dire que dans l'ensemble, ce sont des installations qui questionnent les systèmes de réception, la place du spectateur, et qui travaillent les questions du forain et du monde de l'entreprise. On aime à le décrire comme le pot de départ en retraite du PDG d'une société de services spécialisée dans le divertissement expérimental à l'usage des entreprises. Ce qui est un créneau vraiment précis. Et donc il y a une ambiance plus ou moins merdique, boule tomate et mousseux bon marché, mais c'est l'ambiance qu'on voulait retrouver, une ambiance de fête ratée à laquelle on participe tous les 5 en tant que performeurs. Donc là, ça pose la question de notre inscription dans un dispositif. Donc le vivant de Installation Vivante, c'est nous 5 dans ce dispositif qui activons certains des espaces. Est-ce que tu veux m'aider à décrire comment nous les activons pour interrompre mon flot de parole? Salaud. Eh bien, un exemple, je vais vous en donner un. On a conçu un spa qui s'appelle Les Thermes, qui est actuellement visible à la condition publique. Tiens, je fais de la pub. Qui est une piscine à balles géante consacrée à la philosophie stoïcienne. C'est un bassin de 4 mètres par 3, c'est une pièce en bois. 4 mètres par 3 par 1 mètre de profondeur, dans laquelle se trouvent 23 000 balles sur lesquelles sont gravées individuellement des citations extraites de Pensées pour moi-même de Marc Aurèle et de L'homme de cour de Balthazar Gracian. Donc un ouvrage de philosophie stoïcienne et un autre qui n'a rien à voir mais qui vient épicer un peu le tout. En sont tirées une centaine d'inscriptions qui sont donc dupliquées sur ces balles, gravées. Et c'est une expérience de lecture non linéaire pour une quinzaine de personnes. La jauge, c'est 15 personnes. Concrètement, en termes d'expérience de spectateur, ça veut dire j'entre s'il y a de la place, s'il n'y en a pas, je vais voir autre chose. Donc ça, c'est un système forain. Quand je disais on est dans un rapport forain à l'œuvre, voilà. C'est immersif. Le spectateur est, pour le coup, littéralement immergé dans l'œuvre pour faire une expérience de lecture qui est découvrir des inscriptions qui sont donc des systèmes de pensée réduits à un aphorisme qui tient sur une balle. C'est inscrit sur la circonférence de la balle, donc ça limite, un peu comme Twitter, ça limite le nombre de caractères avec lesquels on peut s'exprimer. Or, la philosophie stoïcienne, par essence, c'est une pensée de la concision, donc ça tombait bien. Il y a une conjonction forme-fond qui nous plaisait. Et enfin, l'activation, eh bien, l'un d'entre nous, alternativement, on se relaie, vient donner des clés sur l'histoire de la philosophie stoïcienne pour activer l'installation. Parce que ça, c'est un des enjeux dans le travail. Enfin, en tout cas, à mon sens, ce qui est important quand on modifie les codes de réception d'une œuvre, au moins dans cette période de transition où on est tous en phase d'apprentissage, on peut dire, même si on le constate avec ce que disait Clarisse, ça fait quand même un moment qu'on apprend, il serait temps qu'on maîtrise. Il est important de redonner des repères aux gens et d'accompagner le spectateur. Alors après, voilà, il y a aussi des gens qui disent non, on s'en fout, ils se démerdent, on va les pousser dans leur retranchement. Bon, je pense que nous, on est plutôt du côté d'une douceur et d'une espèce d'esthétique de la transition. On dit, allez, viens, tu vas voir, ça va être sympa. Et donc on donne des clés sur l'histoire de la philosophie pour que les gens qui ont, par exemple, comme moi, par exemple, je sais pas, j'ai pas forcément un rapport à la philosophie hyper agréable. Je pense que quand on fait des études longues et à un moment on est forcément humilié par un professeur de philosophie qui n'est pas dans cette salle, à qui j'aimerais dire des trucs. Et c'est bien d'avoir des clés pour pas s'y perdre et pour pas se sentir con et pour éventuellement se dire ah bah oui d'accord, je comprends à quoi ça me renvoie. Et après on les laisse s'égayer dans la piscine. Voilà. Peut-être une dernière question avant de passer à quelques questions avec la salle. Maintenant que vous êtes émergé, enfin plus qu'émergé, submergé par les demandes, quand vous étiez immergé pour le coup, voilà, quel aurait été pour vous le cursus idéal ou la formation idéale où vous auriez aimé avoir accès à quoi pour commencer à travailler?
À part le super parc technique. Je vais faire une réponse rapide, puis après je te s'étale. Je suis pas du tout dans une approche comment dire, d'appauvrissement de la culture. Je trouve ça très bien qu'il y ait dépenses somptuaires dans la culture. Je pense que c'est important et je dis pas ça parce qu'il y a des financeurs dans la salle, mais c'est important de continuer à préserver une part importante du budget pour la culture. Néanmoins, je constate que le fait d'avoir peu de choses sous la main, c'est pas forcément un mal. Et par exemple, en école de cinéma, je trouve ça super si on a d'abord accès à une caméra Super 8, 3 minutes de bande, ça oblige à se poser des questions, à se poser de vraies questions avant de laisser tourner. Donc en art, moi je regrette pas du tout mon parcours et j'aurais pas pu rêver mieux. C'est-à-dire qu'on m'a donné, on m'a inséminé pendant des années grâce à la gratuité de l'école et de l'enseignement supérieur. Donc j'ai pu vraiment faire rentrer de force énormément d'informations que je recrache progressivement. Et mon cursus, c'est un cursus do-it-yourself et j'en suis très content. Oui, bah alors moi je pense que j'ai eu à peu près ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire que surtout d'espace de travail et puis de temps, et le temps c'est lié à un moyen de subsistance. Et donc à l'époque, moi j'ai eu la chance d'obtenir un atelier à la Malterie à Lille qui m'a permis de bricoler un peu tranquillement, voilà. Et puis il y avait le RMI, et le RMI c'était super, hein, c'était notre premier subventionneur. Voilà, ça nous a permis, mine de rien, alors, tout comme maintenant l'intermittence, qui est une sorte de RMI, mais upgradé, vachement plus confortable. Voilà. Merci. Je pense qu'on n'est pas les meilleurs interlocuteurs pour parler de formation, notamment dans mon cas, parce que j'ai pas fait de formation en art, mais je connaissais des gens qui en faisaient et je les écoutais raconter. Donc je pense que je suis pas à même de faire des suggestions. Peut-être juste présenter Germinal, qu'un certain nombre d'étudiants vont voir ce soir. Oui. Alors Germinal, c'est un spectacle qui, pour le coup, revêt vraiment l'apparence d'un spectacle, en tout cas dans le sens où il y a pour la première fois, je pense, aussi bien pour Alori que pour moi, une continuité narrative. Il y a des personnages, il y a ce qu'on appelle le quatrième mur que l'on ne casse jamais. Et c'est la première fois qu'on le perçoit. Et alors, en l'occurrence, ici, on le perçoit vraiment fort, enfin, de notre côté de la scène, puisque dans le studio, la proximité avec les spectateurs est vraiment très réduite. Et il y a une réflexion avec la lumière qui fait qu'on les voit. Il y a vraiment le mur des spectateurs. Et du coup, c'est très difficile, pour la première fois, de faire comme s'ils n'étaient pas là. Que d'habitude, on note leur présence et on s'adresse à eux. Néanmoins, c'est une expérience réjouissante. Voilà, donc c'est un spectacle. Et en plus, c'est la première fois qu'on joue avec des pendrillons sur les côtés. C'est-à-dire que d'habitude, on dit non, pas de pendrillon, c'est mieux sans. Là, pendrillon, quoi, noir. Le noir, en plus, qui est une couleur que j'aborde d'habitude. Et là, qui est quand même la couleur dominante de Germinal. Enfin bon, bref, plein d'expériences inédites. Voilà. Vous notez que j'ai soigneusement évité la description du projet, puisque si vous venez le voir, vous verrez bien. Est-ce qu'on va prendre une ou deux questions dans la salle? Oui, non? Du micro. Il arrive. Merci. Donc, ma question, elle va s'adresser à Laurie. Et je voudrais savoir d'où vient votre intérêt pour le monde des forains. Et enfin, est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres projets qui ont rapport à cet environnement, en fait? Non. Non, je pense que la seule empathie que je pourrais avoir pour le monde forain, c'est le jour où j'ai découvert où j'ai lu la biographie de Buster Keaton, qui raconte comment à peu près un tiers des os de son corps ont été brisés avant l'âge de 4 ans, parce que ses parents l'utilisaient comme accessoire de jeu.
Puis, comment j'ai découvert par la suite qu'il avait menti et que, en réalité, ses parents le traitaient très bien et qu'au contraire, ils mettaient un point d'honneur dans cette famille de saltimbanques à projeter leur fils dans l'espace avec beaucoup de respect et beaucoup de comment dire, de soins. Donc c'est à peu près le seul rapport que j'ai avec le monde forain. On est arrivé dessus par hasard dans le cadre du travail de France Distraction. Tu veux rajouter quelque chose? C'est vraiment un rebond. On n'a pas d'affinité particulière au départ. Enfin, pour France Distraction, on est arrivé là-dessus aussi parce qu'il y avait un des questionnements au début du projet était celui de l'événement populaire, puisque le projet a été initié par une commande du Vivat d'Armentières avec lequel on travaille beaucoup pour célébrer l'anniversaire du Vivat. Et du coup, se posait la question d'un événement populaire. Et il y avait eu je ne sais pas d'ailleurs d'où ça venait, mais une citation ou je ne sais pas, une considération comme ça, comme quoi l'événement populaire était celui qui mettait le corps des spectateurs en jeu. À partir du moment où on a son corps qui est sollicité, alors on se trouve dans un événement populaire, par exemple dans les stades de foot, on a son corps qui est forcément sollicité. Le cinéma, c'est une expérience corporelle, et du coup c'est aussi un média plus populaire, enfin bon bref. Du coup de là on est arrivé sur le forain, voilà, les systèmes forains qui mettent fortement le corps en jeu, et ça a contribué à alimenter la réflexion sur France Distraction, où il se trouve qu'on essaye de mettre le corps des spectateurs en jeu de différentes manières. Oui, je pense aussi c'est la question du stand, c'est-à-dire le rapport. Bah, c'est des questions qui nous intéressent vachement, mais je ne sais pas si on a le temps de les développer. Je l'ignore, j'imagine que non. C'est réfléchir à des modalités de réception qui ne soient pas celles qui s'inscrivent traditionnellement dans l'espace dans lequel on se trouve, un rapport frontal, linéaire, avec une temporalité déterminée, début, fin, entrée publique, noir, spectacle, lumière, appel, dehors. Mais un rapport qui était le flux continu qu'on trouve dans le forain, puisque c'est des systèmes de stand. Il y a de la place, je rentre. Il n'y en a pas, je rentre pas. Et ensuite, ça c'est des questions que dont tous les gens qui ont un rapport au théâtre de rue ont eu l'occasion de se poser, quoi. Voilà. C'est pas spécifique dans notre travail. Merci. Je vous propose de vous référer aussi à un texte qui a été écrit par Alori qui s'appelle « Vous allez au-devant de sérieux problèmes ». C'est le titre que vous trouvez dans l'édition de l'ouvrage dédié au cabaret de curiosité, et qui est très bien fait. D'ailleurs, il y a des schémas, un descriptif, etc. de l'ensemble des projets. Merci Antoine et Alori.